Du coup, justement, j'évoquais que nous, il y avait une sorte de double pulsion un petit peu à la naissance de ce collectif, qui était à la fois une envie de construire, de créer, de faire les choses autrement, mais aussi de lutter. L'impression qu'on avait des ennemis en face et que quelque part, enfin, pour la question écologique, effectivement, on peut remonter beaucoup plus loin, mais une chose est certaine, c'est que ça fait au moins 50 ans que les lanceurs d'alerte, la communauté scientifique annoncent la situation dans laquelle nous sommes, que ce soit du point de vue du climat, du point de vue de la pollution et de ses effets sur la santé humaine, ou du point de vue de la disparition, l'effondrement de la biodiversité. En ce qui concerne la démocratie et l'espèce euh, de délitement, d'effritement de la démocratie, on a quand même traversé, il n'y a pas si longtemps, à peu près toutes les formes de totalitarisme les plus sordides en Europe. Donc on dirait que la mémoire est très courte, en tout cas qu'on n'a pas réussi à prendre leçon ni de ce que nous disait la science, ni de ce que nous apprenait l'histoire. J'aimerais peut-être vous entendre sur ces verrous, voire même ces ennemis. Est-ce qu'on doit simplement partir d'une table rase et construire gentiment, ou est-ce qu'avant de construire du commun, de la démocratie, des relations moins néfaste et moins dominatrice avec les autres humains qui nous entourent, il n'y a pas aussi des choses à détruire? Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis? Quelles sont les cibles finalement de cette énergie de combat, de lutte qui fait partie de ce qui nous anime dans une certaine mesure? Je ne sais pas si... En réalité, je suis plus proche de la philosophie d'Habermas que de Chantal Mouffe, même si on peut faire la synthèse. Chantal Mouffe qui a une philosophie sur comment prendre en compte la colère des masses pour ensuite changer les choses. Et je pense qu'il faut les deux. En fait, il faut partir de la colère, de l'indignation pour construire, co-construire avec les habitants des solutions. C'est d'ailleurs le symbole même des 3 espaces qui composent la Maison de la Citoyenneté que nous avons construite en 2004. J'étais parti du constat qu'il y avait des lieux pour toutes les activités humaines, sauf des lieux décents pour pratiquer la démocratie, c'est-à-dire pour débattre, pour coélaborer, pour co-construire. Et donc on a décidé de dédier un lieu qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté aux pratiques démocratiques. Les 3 espaces, donc un lieu pour toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'engagement, un lieu pour les 3 fonctions essentielles de la démocratie, le débat, la décision, donc du conseil municipal, mais aussi entre les deux, la fonction essentielle oubliée en France, c'est la co-construction, la co-élaboration. Mais je veux insister sur les trois espaces qui composent la Maison de Citoyenneté, parce que pour moi, elles représentent l'idéal démocratique de transformation. Et en fait, ils représentent 3 cultures qui nous habitent chacun d'entre nous, qui sont entre nous, qui existent entre nous, qui la plupart du temps s'ignorent et très souvent s'affrontent. La première culture est représentée par le parvis qui s'appelle le parvis Jean Moulin. Jean Moulin, qui est préfet de la République, assassiné par les nazis, il représente pour moi la culture de la résistance, de l'indignation, de la colère, du contre-pouvoir, des cultures essentielles. Et je peux vous dire qu'à la fin de mon 5e mandat, j'ai gardé en moi cette culture d'indignation. Comment d'ailleurs imaginer qu'un élu perde ce sens et cette culture de l'indignation et de la résistance? Première culture importante. La deuxième culture, lorsque vous arrivez à la Maison Citoyenneté, vous traversez l'espace Jean Jaurès. Pour moi, il représente la culture de l'utopie, de ce qui est à devenir, le rêve, la vision, la projet. C'est quand même pas interdit pour un élu, pour une équipe municipale, d'avoir une vision pour sa ville avec les habitants. Et puis vous arrivez dans le 3e espace, qui est l'espace Mendès France, qui représente la culture du parler vrai, de l'engagement, de la régulation, voilà, et donc du principe de réalité. Et je me rends compte que pour tout processus de décision, pour tous les projets, nous avons en nous, d'une certaine manière, plus ou moins importante, ou entre nous, ces 3 cultures, de la colère, de l'indignation ou de l'utopie et de l'engagement de principe de réalité. Et en réalité, et là profondément, je crois, en tant que militant de la transformation en profondeur, tout processus démocratique doit se traduire par une fertilisation de ces 3 cultures-là. Et c'est ce qu'on appelle construire des compromis dynamiques. Ça, c'est le premier pilier de notre écosystème démocratique. Puisque tu parles d'ennemis, pour moi, il n'y a que des potentiels humains.
Et donc, toute personne est significativement, potentiellement capable de co-élaborer, de co-construire une décision. Et donc, le deuxième pilier de notre écosystème démocratique, c'est un principe simple. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet de notre contrat municipal, qui aura été co-construit en amont par les habitants, avec les habitants et toutes les ressources de sens. À chaque fois qu'une pétition vient sur le bureau du maire, eh bien, à chaque fois, à ce moment précis, nous ouvrons une séquence démocratique qui a un début et une fin. Mais cette séquence de réflexion partagée, de débat, de coélaboration, de co-construction, de consultation, eh bien, doit être décisive pour la décision des élus. Qu'est-ce qui est plus important, ce qui est décisif ou ce qui est décisionnel? Les deux sont importants. Et donc, nous travaillons sur ce continuum démocratique entre cette phase décisive qui prendra du temps de maturation pour ensuite être reçu par les élus pour une décision. Et du coup, je sors à la fois d'une démocratie de participation où on participe sans voter et d'une démocratie directe où on vote sans participer. Il y a un continuum démocratique avec une phase décisive qui dure parfois 1 an, 18 mois, qui aboutit à la phase décisionnelle. Qui est-ce qui valide une séquence démocratique? C'est une assemblée hybride qui a été créée il y a quelques années, formée essentiellement d'agorateurs, des citoyens engagés, majoritairement, d'élus, de collaborateurs et d'associations, qui préparent ces séquences démocratiques. Parce que la démocratie a horreur de l'impréparation. Qui prépare les séquences démocratiques? C'est là aussi une assemblée, une équipe projet hybride, un porteur politique, un porteur technique et 3 habitants engagés qui préparent. Ce que nous demandons au Conseil communal de la démocratie, qui est l'instance qui valide, qui suit et qui évalue les processus de décision et les séquences, nous demandons à ce que toute la grammaire démocratique soit investie dans chaque séquence. Une grammaire démocratique qui a été délibérée et décidée lors des États généraux permanents de démocratie en 2004. Cette grammaire, c'est en 5 points. 1, donner du sens. Le rôle du politique, c'est donner du sens au projet. Ou lorsque c'est les habitants qui pétitionnent, c'est se mettre à l'écoute. Deuxième niveau d'exigence, créer les conditions d'un débat suffisant. Troisième niveau d'exigence, co-construire le temps qu'il faut, ce que j'appelle la démocratie lente, d'aller au fond du sujet, prendre en compte la complexité d'Edgar Morin, l'altérité, la maturation, pour ensuite proposer cela au conseil municipal. Et dernier niveau d'exigence de la démocratie, pour moi c'est fondamental, c'est l'engagement. Et que l'engagement d'une personne pour la sobriété vaut largement l'engagement d'un conseil municipal pour un plan climat. Il n'y a pas de différence de degré, une différence de nature, mais chacun y prend sa part. Et donc, dès lors que vous dites ça, le plan climat, ça a été aussi l'engagement de dizaines d'entreprises, de dizaines d'associations, de citoyens volontaires, ce qui fait qu'on a vu au bout de 2 ans, 750 actions indirectes qui ont permis de faire progresser le territoire. Le climat, c'est faire mobiliser l'ensemble du territoire. Et donc, ça, c'était le deuxième pilier. Pour tout projet, une séquence démocratique. En d'autres termes, la démocratie n'est pas, elle naît à chaque fois. Et le troisième pilier, pour moi, c'est l'exigence démocratique. C'est que cette séquence doit être édifiante. Et donc, à l'issue de la première séance de réunion publique qui institue la séquence démocratique, nous constituons le conseil participatif. C'est l'instance participative que nous avons créée à Kingersheim, qui associe toujours 4 collèges qui représentent les sensibilités, les compétences de notre pays. Un collège d'habitants, volontaires et tirés au sort, un collège d'élus majoritaires et minoritaires, un collège d'experts internes et externes, et un collège d'organisations, associations, syndicats, entreprises. Et pour tous les conseils participatifs, nous tenons à ce qu'il y ait ces 4 collèges qui se parlent. Je dis toujours, un conseil participatif dans ma commune, c'est la France en miniature qui se parle. Il faut arrêter ces décisions en silo, comme si vous mettez un citoyen, un os à ronger, puis c'est le technocrate qui décide, puis l'élu tout seul. Je ne veux pas cette démocratie à la queue leu-leu. C'est une démocratie de plein pied, modeste, humble, où l'élu, lorsqu'il est dans le conseil participatif, n'a pas plus de voix que les autres. Sa voix est pleine et entière, responsable lors de la décision. Et comment se passe ce continuum démocratique? Lorsque le conseil participatif est prêt, lorsqu'il aura mûri les propositions, ils viennent devant le conseil municipal, je suspends la séance, les adjoints se retirent, et c'est les représentants des 4 collèges qui viennent faire la préconisation sur la base desquelles les élus vont décider, comme on cueille un fruit mûr à un arbre qui aurait été semé, qui aurait été bichonné, qui aurait été mûri. Et donc, pour nous, c'est très important de faire en sorte que ça marche. Alors, juste 1 ou 2 conditions de réussite pour dire que la démocratie
c'est comme l'exigence. La première, c'est qu'il n'y a pas de séquence, pas de conseil participatif qui démarre sans retrouver le sens de l'éducation populaire, c'est-à-dire la formation. C'est-à-dire que pour qu'on ait le même sens de mots et même niveau de compréhension des enjeux, lorsqu'on a invité les habitants à la révision du plan local d'urbanisme, j'avais dit une parole, et ça c'est l'autre élément important, c'est le périmètre démocratique, la parole de l'élu qui compte. Je suis maire de cette commune. Le plan local d'urbanisme, c'est ce que vous en ferez, mais une chose qui est non négociable, sachez que notre commune est un coin de la planète qui est en train de se déglinguer. Nous ne participerons pas à la dégringolade de la planète. Et donc, on fera en sorte que le PLU soit compatible avec une planète qui sera vivable par les enfants, par les générations futures. Quand vous avez dit ça, vous avez créé d'une part le périmètre démocratique, vous avez élevé le débat, et du coup, on a proposé des séances de formation en disant qu'est-ce que c'est les accords de Kyoto, le facteur 4. Pour nous, c'est la barre, c'est celle-là qu'il faut atteindre en 2050. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma de cohérence territoriale? Pourquoi la loi SRU? Tous des éléments qu'on traduit pédagogiquement pour que tout le monde ait le même sens des mots et le même niveau de compréhension des enjeux. Et pour moi, c'est important, c'est ce qu'on appelle la démocratie construction. Je n'ai pas trouvé d'autre concept que celui-ci. Il traduit assez bien la phrase qu'on a, une des 4 réflexions que nous avons au sein de l'Agora Pierre Mendès France, qui est d'Hannah Arendt, qui dit que le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Donc le vrai pouvoir, il est quand on travaille ensemble. Ouais, du coup, je t'écoutais, j'ai perdu la question, mais c'était sur les ennemis, les alliés, les rapports de force et les verrous éventuels. Mais tout à l'heure, je disais que on a un peu changé d'époque dans le sens où les constats sont là et on est un peu tous perdus parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. Et la question politique, maintenant, c'est en fait qu'il y a des choses qui nous échappent. Là. Il y a des effondrements qu'on souhaite et il y a des effondrements qu'on ne souhaite pas. Par exemple, les oiseaux, la forêt, la démocratie, je ne souhaite pas. Et puis, il y en a d'autres qu'on souhaite, la finance, le capitalisme, l'industrie, enfin, je ne sais pas, chacun a ses valeurs. Et la question, c'est ces choix-là feront les alliés et les ennemis, comme voilà, c'est la question politique. Et le problème, c'est que tout ça est interconnecté. Et c'est pas si clair que ça, c'est pas si facilement blanc ou noir. Un exemple, tout à l'heure, c'était à la radio, j'écoutais des chiffres hallucinants que le coronavirus a fait basculer la planète. Là, il y a un effondrement des bourses aujourd'hui, plus de moins 12%, enfin, c'est incroyable. La croissance revue à la baisse, le tourisme qui s'effondre, l'aviation, moins 79% des vols, enfin des trucs fous que même les plus utopistes des décroissants osaient même pas imaginer. Voilà, et le virus, il est de gauche ou de droite? Non mais sérieux, on annule les salons de l'auto, on est tous contents, et puis en même temps, le salon bio, prime vert, tout le monde fait la gueule parce que ça s'annule. Enfin voilà, il y a des... Et puis, la préoccupation, une des préoccupations qu'on écoute à la radio, c'est en fait les gens vont perdre leur emploi. Et donc quel est l'horizon, quel est le rêve, quelle est l'histoire qu'on se raconte, le récit? Est-ce qu'on veut le plein emploi? Mais quels emplois? Et dans les changements, certains changements que des écologistes veulent, il y aura des verrous syndicaux, des verrous qui naissent chez des alliés potentiels. Mais c'est un exemple parmi 1000. Et pourtant, écologie et social, ça va de pair. Et il y aura des tensions. Voilà. Donc, tout n'est pas si simple. Mais en fait, tout ça pour dire que la question des verrous, c'est est-ce que tout doit changer? On doit s'adapter à tout? Pas forcément. Moi, je reprends souvent l'exemple de l'agroécologie. On sait aujourd'hui, depuis des années, tout le monde le dit, les scientifiques, l'ONU, tout, que l'agroécologie peut produire beaucoup sur peu de surface, en enrichissant les sols, la biodiversité, en stockant du carbone, en machin, en stabilisant le climat, en sécurisant les familles paysannes, la vie vivrière, etc. On sait tout ça. Mais pourquoi on ne passe pas à l'agroécologie au niveau global? Parce qu'il y a des verrous. Et en fait, l'agriculture industrielle, c'est maintenant un sillon, c'est un choix socio-technique qu'a fait notre société. Et maintenant, il est très difficile de tourner le volant, de changer de trajectoire, même si on sait que ça serait mieux et c'est plus efficace et c'est plus sain de changer de modèle. Mais en fait, quand on retourne en arrière, l'agro-industrie a
a mis des moyens immenses pour changer, pour convertir les petits paysans, les petits agriculteurs qui ne voulaient pas des pesticides, ils ne voulaient pas des engrais, ils ne voulaient pas des semences hybrides, ils ne voulaient pas. On a des vidéos incroyables d'entomologistes qui boivent du Roundup devant les paysans pour les convaincre que c'est bon. Ils ont mis des milliards, ils ont mis des tonnes d'une intelligence collective, universitaire, tout pour essayer de changer, parce qu'il y avait des verrous, justement, et eux considéraient que c'était des verrous, la paysannerie. Et aujourd'hui, un pays développé, entre guillemets, c'est un pays qui a détruit sa paysannerie. C'est ça la définition d'un pays développé. Donc les verrous, ils sont dans tous les sens. Mais il y en a en plus partout. Il y a des verrous psychologiques, sociaux, juridiques, financiers, économiques. Et pour moi, un des grands verrous, enfin disons, il y en a plein, on pourrait en parler des heures, mais ce qui me touche vraiment, c'est la question de la taille. Je l'abordais tout à l'heure au début. Et c'est reprendre toute la pensée de Léopold Kohr, Schumacher, Small is Beautiful, Ivan Illich, etc., que c'est la taille des systèmes qui crée des verrous immenses et qui crée des problèmes. Et Léopold Kohr, c'est ceux qui ont beaucoup influencé Ernst Schumacher, le Small is Beautiful. Il disait, quand quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop grand. Et là, on a créé des sociétés monstres, enfin immenses, qu'on a du mal à maîtriser. Et il y a un grave problème parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les physiciens montrent que réduire la taille des systèmes, c'est très compliqué. En fait, la décroissance physiquement, d'un point de vue dynamique, comment on fait concrètement pour démondialiser, c'est hyper dur. Parce que quand on enlève des pions, des nœuds de réseau, il y a des risques majeurs d'effondrement. Et c'est très, très délicat de décroître sans que s'effondrent brutalement ces systèmes complexes. Un autre verrou qui me paraît aussi, par la grande échelle, qui me paraît majeur, c'est la culture de la compétition. C'est absolument insupportable. Tout est institutionnalisé, la compétition à tout va. Et en fait, la compétition crée un climat qui favorise les hiérarchies, les inégalités, la défiance, le manque d'authenticité, le manque de coopération. Enfin, c'est vraiment absurde. Et un gaspillage d'énergie, et tout le monde a peur, et tout le monde est mis en concurrence, les chômeurs, les diplômés, les jeunes. Enfin, c'est vraiment affreux. Et donc là, la société perd beaucoup d'énergie. Et la compétition, c'est quelque chose une culture qui est, bon, on peut remonter à loin, à 3 siècles, peu importe, mais là, ça a vraiment fait un boom avec le néolibéralisme. Et ce qu'on montrait dans le livre L'Entraide que tu as cité, L'autre loi de la jungle, avec Gauthier Chapelle, c'est que dans le monde vivant, il y a de la compétition, il y a de la coopération, évidemment, il y a les deux. La coopération, l'entraide est majeure partout, dans toutes les espèces, tous les organismes. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsqu'un milieu est hostile, ou disons avec de la rareté, l'entraide peut émerger. Et quand on a un milieu d'abondance, ça permet à la compétition d'émerger. C'est complètement contre-intuitif pour nous qui sommes baignés dans cette culture de la compétition. Pourquoi ? Et en fait, c'est tout simple. C'est parce que quand on est riches, tous riches, parce qu'on a tous 500 esclaves énergétiques grâce au pétrole, on est tous des pharaons là, avec énormément de puissance grâce au pétrole, aux énergies fossiles, pour nous chauffer, nous vêtir, nous instruire, nous manger, etc. On est tous riches. Et quand on est riche, on peut se permettre le luxe de dire à son voisin, j'ai pas besoin de toi, même je t'emmerde, je peux vivre tout seul. Et ça, c'est un luxe, enfin, c'est quelque chose que permet l'abondance. La compétition, c'est un luxe, c'est pour les riches. Et surtout, vous remarquerez que ceux qui prônent la compétition, et souvent la hiérarchie avec, ça va de pair, les traders, etc., enfin voilà, et en fait, ils n'ont rien à perdre. C'est très facile de prôner la compétition quand on n'a rien à perdre. Et quand en fait, il n'y a pas de risque. Mais quand il y a des risques majeurs de vie ou de mort, là, vous voyez que les êtres vivants, tous, les animaux, les bactéries, les champignons, les humains, tous, on réfléchit à 2 fois avant d'entrer en compétition et facilement on s'entraide. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver dans un pays de bisounours et que les années à venir vont être bisounours. Ça veut juste dire que ceux qui ne s'entraident pas, ils vont mourir plus vite. C'est tout. Mais on peut faire le choix collectivement, socialement, de rester sur un schéma de compétition ou de créer une culture de l'entraide et de la coopération. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce qui est toxique, c'est pas le manque, la rareté, parce que l'espèce humaine, ça fait des milliers d'années, centaines de milliers d'années qu'elle est habituée. On est vraiment câblé pour la rareté, pour la sobriété, etc. Ça, on sait faire. Nos ancêtres l'ont fait, et sinon on ne serait pas là. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver de plein fouet dans la
sobriété dans les tempêtes avec une culture de la compétition. Ça, c'est hyper toxique. Ça va créer du chaos social majeur. Évidemment, les gens vont dire ouais, c'est la nature humaine, mais ça, c'est la culture de la compétition qui nous fait dire ça. Et le dernier petit verrou que j'aime bien, parce que ça, on l'a touché et ça nous tient à cœur, c'est la question des affects. La question des affects, des émotions. Personne, moi je suis issu d'un milieu scientifique, j'ai une éducation hyper froide et je ne savais même pas que les émotions existaient il y a 10 ans. Et je suis arrivé dans le champ politique et dans le milieu militant, personne ne parle d'affect, à part juste la peur pour nous manipuler. Les méchants parlent de... Voilà, ça, ok, d'accord, les pouvoirs utilisent la peur. Mais en fait, les affects, c'est quelque chose qui est très rarement abordé, donc qui est indispensable pour moi. C'est vraiment le grand absent aujourd'hui. Il y a le mental, on est super bon, nous, dans notre société. L'action, on est super bon. Et les affects, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a vraiment un continent à explorer qui est magnifique. Chaque émotion a ses bons et ses mauvais côtés. Et comme tu disais, on a peur d'avoir peur aujourd'hui. Il y a des grands verrous à ce niveau-là, surtout avec l'enchaînement de mauvaises nouvelles. Il y a un livre super qui est paru il y a 2 semaines au Lien qui libère, qui s'appelle Les émotions de la Terre, du philosophe australien Glenn Albrecht. C'est magnifique. Il invente des nouveaux mots pour des nouvelles émotions. En fait, non, c'est pas des nouvelles émotions. C'est par exemple lui qui a inventé la solastalgie. Ce sentiment, c'est pas l'éco-anxiété, c'est différent, mais c'est ce sentiment de perte, de deuil, de très dur, de grief, disent les Anglais, qui est un mot très plus complexe que nous, mais c'est face à la perte de nos paysages. Mais c'est pas seulement le migrant qui part et qui se rappelle de son paysage d'avant, non, c'est ce sentiment-là alors que vous restez chez vous, parce que tout est détruit autour de vous, la destruction des paysages. Voilà, et il crée plein de mots pour nommer tous ces affects psychothérapiques, comme il dit, liés aux émotions liées à la Terre, positives et négatives. Bref, il y a un continent à explorer et ça me semble être important, en tout cas en tant que chercheur, d'aborder et de mettre en avant. Corinne, sur cette question éventuellement des luttes, des rapports de force, des verrous ou sur autre chose? Du coup, Jo et Pablo ont déjà dit pas mal de choses. Moi, je voudrais peut-être insister un peu quand même sur la différenciation en fait des responsabilités quand on parle d'adversaires ou de verrous ou de cibles. C'est que je crois pas en fait qu'on porte tous aujourd'hui la même responsabilité dans la situation où on est, à la fois de manière historique, mais aussi dans notre rapport au présent. Moi, voilà un exemple qui m'a beaucoup marqué, que je trouve quand même assez symptomatique d'un verrou quand même assez énorme et qui se voit quand même un peu comme le nez au milieu de la figure. C'est le pétrolier Exxon, qui, en 1982, par exemple, des exemples comme ça, on en a plein, mais qui, en 82, avait sur la table du conseil d'administration un rapport qui établissait des études prospectives sur l'évolution de la température moyenne à la surface de la planète, donc ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui, en gros, jusqu'à cette année, se sont toutes avérées exactes. Ça veut dire qu'en 1982, Exxon avait, en fait, les données du réchauffement climatique et que ses dirigeants ont fait le choix, de manière délibérée, en connaissance de cause, de mettre ce rapport dans un tiroir, et non seulement de mettre ce rapport dans un tiroir, mais ensuite de consacrer une grosse partie de leur argent et de leur temps à payer des études qui tentaient de démontrer exactement l'inverse du rapport qui était dans le tiroir. Et là, pour le coup, voilà, moi, quand on parle d'adversaires, et moi, ça ne me pose pas de problème de parler d'adversaires, pour moi, les vrais adversaires, c'est ceux qui ont l'information, qui ont les leviers
pour essayer de faire en sorte justement qu'on ait une bifurcation de trajectoire et qui, de manière délibérée et intentionnelle, ne le font pas, alors qu'ils en ont la possibilité. Voire, effectivement, l'empêchent. Et du coup, ça, je trouve que c'est important de le dire, parce que d'abord, voilà, on n'est pas... une société, c'est pas juste une somme d'individus qui seraient plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins conscients, plus ou moins voilà, à l'écoute de ce qui les entoure ou de ce qui les meut, mais c'est aussi voilà, des systèmes d'imbrication entre des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts médiatiques, et que voilà, pour moi aujourd'hui, les verrous les plus nocifs sont là. Et c'est évidemment pas un hasard si je prends l'exemple d'une multinationale de l'énergie, puisque voilà, ça a été évoqué. Aujourd'hui, les énergies fossiles sont au cœur de toutes les questions qu'on se pose. D'abord parce que d'un point de vue purement physique, c'est bien le fait d'extraire des énergies fossiles puis de les brûler pour notre consommation énergétique qui émet des gaz à effet de serre qui est à l'origine de ce chaos climatique dans lequel nous sommes en train de rentrer. Et puis aussi parce que c'est cette dépendance aux énergies fossiles qui nous rend aujourd'hui très vulnérables, pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que société. C'est-à-dire que concrètement, demain, si on essaye d'imaginer à quoi ressemblerait un monde sans pétrole et quasiment sans électricité, puisque la plupart de l'électricité au niveau mondial est produite par des énergies fossiles, bah, concrètement, c'est ce que disait Pablo sur les esclaves énergétiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, il ne suffit pas d'actionner un interrupteur pour produire de l'électricité. Ce n'est que l'outil final. En fait, derrière, il y a tout un tas de processus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cette matérialité en fait de l'énergie, parce que effectivement on est sur des processus d'extraction, de production, de transformation et d'acheminement qui sont devenus quasiment invisibles dans notre usage, en tout cas ici dans les sociétés occidentales. Voilà, on a perdu peut-être un petit peu de vue ce que ça voulait dire de manière très concrète, et l'usage c'est tellement répandu que voilà, concrètement, aujourd'hui, si on n'a plus d'électricité, on n'a plus non plus d'eau potable, on n'a plus non plus de réseau d'assainissement, de stations d'épuration. C'est pas juste une question de lumière et de chauffage. C'est-à-dire que toute notre société, en fait, est extrêmement dépendante aujourd'hui à tous les niveaux de ces énergies fossiles. Et que tout le temps qu'on a perdu, justement, de manière intentionnelle, hein, par ce travail justement de propagande des multinationales visant justement à surtout ce qu'on ne change pas nos usages et nos types de consommation d'énergie pour maintenir un niveau de profit de ces sociétés-là, bah, tout ce temps perdu, c'est du temps de dépendance accrue où on n'a pas justement développé d'autres usages, d'autres formes justement de sobriété en matière de consommation énergétique. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a effectivement un comportement qui est criminel de la part de ceux qui savaient, qui avaient les leviers et qui, de manière intentionnelle, ont décidé non seulement de ne rien faire, mais même d'empêcher que des choses puissent se faire par la suite.